La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 2, Entité. Chapitre 4. Homme en noir. La France, elle aussi, aurait son organisation sécuritaire, appelée « les Hommes en Noir », tout comme « the Men in Black » en Amérique. Elle aurait également pour mission de désinformer et de contrôler. Selon des informations qui seraient parvenues à filtrer, ces « hommes de main » se montreraient particulièrement intransigeants, convaincants et expéditifs si nécessaire, sur quelque divulgation que ce soit, concernant une existence extraterrestre sur le sol français. Leur présence, auprès des témoins ayant raconté leurs mésaventures, fait souvent référence à un état particulier de leurs facultés. Dès l'apparition, apparemment irrationnelle de ces agents singuliers, il s'ensuivrait un état de conscience altéré, d'une sorte de dissociation avec le lieu de l'événement. Des perceptions sensorielles exceptionnelles seraient efficientes. Ces rencontres affecteraient les personnes au point d'accepter les consignes transmises par ces individus, à l'attitude si surprenante. Leurs directives seraient parfois transmises par discours télépathiques. Tous les présidents des USA, depuis la fin de la Seconde Guerre, auraient été informés de l'existence d'une coopération avec des IT, pour des recherches technologiques très poussées, à des degrés divers. Ils n'auraient cependant jamais eu accès au Umbra Ultra Top Secret Clearance, ou du Keystone Clearance, du groupe MJ12. Des groupes britanniques appelés M15, M16 et Special Air Service s'occuperaient également de recherches en coopération avec des extraterrestres. Par ailleurs, il est important de savoir que la NASA est un organisme militaire. Aussi, toutes les informations diffusées par cet organisme sont placées sous le secret défense des USA. Cette organisation serait également en contact direct avec différentes formes de extraterrestrial biological entity. Y aurait-il un rapport de cause à effet entre ces organismes et les hommes en noir? Notre planète semblerait faire partie d'un ensemble de plusieurs dizaines de planètes. Les hommes en noir pourraient avoir reçu pour mission essentielle de surveiller les actions des uns et des autres, parmi les humains, mais aussi parmi les extraterrestres présents. Les valeurs de bien et de mal pourraient prêter à des interprétations bien différentes que celles que nous répertorions habituellement. Ces gardiens, minoritaires, conserveraient leur pouvoir d'action par le maintien des humains dans l'ignorance de leur existence et de l'existence des groupes dits officiants. Conserver les humains dans l'ignorance ne concernerait, en fait, que les populations. Tous les hauts dignitaires représentatifs de notre humanité seraient, en réalité, parfaitement informés des accords de principe passés avec des entités IT. Les hommes en noir sont un terme désignant un groupe de personnages dont le but serait d'empêcher l'humanité, ou du moins le grand public, d'accéder à des connaissances de provenance extraterrestre. Ils se présenteraient le plus souvent comme des agents travaillant pour le gouvernement fédéral américain et s'habilleraient en noir ou en gris. Ces individus, parfois féminins, se présentent seuls ou en groupe, le plus souvent en trio, au domicile d'un témoin d'événements extraterrestres après un délai qui peut varier d'un jour à plusieurs mois. Le témoin les interprète tantôt comme des agents du gouvernement, chargés d'étouffer l'affaire, tantôt comme des créatures non humaines, extraterrestres ou humanoïdes, aux objectifs mystérieux. Quelle que soit leur date d'apparition, ils sont souvent vêtus de costumes sombres ou gris, en général dans le style des années d'après-guerre, comme d'ailleurs leur voiture, lorsqu'ils en ont une, en décalage avec le moment géographique ou climatique. Leur présence récurrente dans les récits de personnes prétendant avoir vu un ovni ou d'avoir rencontré un extraterrestre a poussé les ufologues américains à leur attribuer le nom collectif de « Man in Black ». Les gouvernants utiliseraient-ils cette stratégie, MIB, pour s'aimer la confusion et décrédibiliser les témoignages? S'agirait-il réellement de moyens de pression, exercés sciemment?
Tous les témoins qui disent avoir rencontré ces individus si surprenants paraissent complètement convaincus d'avoir vécu un moment très particulier de leur vie. La plupart d'entre eux auraient suivi les injonctions imposées et auraient été convaincus qu'ils étaient étroitement surveillés. Il convient aussi de comprendre que beaucoup trop de pièces du puzzle de notre univers physique nous manquent. En raison de cela, nous ne sommes pas en mesure de comprendre ni le niveau phénoménal des connaissances acquises par ces visiteurs ni leur degré d'évolution. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de confier les clés d'une voiture à un singe pour qu'il puisse se déplacer. Les Man in Black auraient-ils la même attitude à notre égard? Après que des alliances cosmiques aient été passées entre des gouvernements et des IT et qu'une coopération très étroite ait été organisée entre les Russes et les Américains pendant plus de 50 ans. Une réelle suspicion à l'égard de certains IT se serait instaurée. Il se serait rapidement avéré que certaines de ces créatures n'aimaient pas les humains. Ils ne manifestaient pas volontairement ni de la méchanceté ni de l'hostilité à l'égard des humains. Cependant, il apparaissait évident qu'ils n'avaient aucun état d'âme à ce que les humains disparaissent ou non. Ils se seraient montrés totalement indifférents à notre sort. D'autres entités cosmiques auraient, au contraire, manifesté de la préoccupation à l'égard des humains lorsqu'ils contactaient de hauts responsables. Cela désirait manifestement que nous survivions. Ces hommes en noir restent cependant une énigme. Aux États-Unis, ils seraient contrôlés par la CIA, en Russie par le KGB et en France. Certains IT nous auraient déjà fait profiter de beaucoup de technologies dans de nombreux domaines. Ils considéreraient que les humains sont dotés de grandes qualités comme l'imagination et la créativité. Cependant, ils souhaiteraient accélérer notre évolution spirituelle. La majeure partie de nos visiteurs seraient de simples touristes. Notre planète, qu'ils évaluent comme primitive, serait une référence touristique. Des extraterrestres, les Nordiques, seraient invisibles parmi nous parce qu'ils seraient dotés d'une morphologie à peu près équivalente à la nôtre. Toutefois, leur code génétique serait différent des nôtres. Ils maîtriseraient des facultés particulières qui leur permettraient d'habiter une dimension supérieure de connaissance par rapport à celle des humains. Ils emploieraient des formes de pensée qu'ils utiliseraient pour les transformer en énergie. La dissimulation de la vérité et les mensonges constamment perpétrés, concernant les ovnis et leurs occupants extraterrestres, la dissimulation des travaux d'ingénierie et de rétro-ingénierie avec des entités étrangères à notre planète, sont des actes de très haute trahison et de crimes contre l'humanité de notre planète. Les habitants autochtones de notre planète doivent rester libres, informés et souverains du niveau de connaissance de ces élites. Le MJ-12 est une organisation ultra-secrète du 38e degré d'habilitation. Cela signifie que les présidents des États-Unis, tous mis au courant de l'existence d'entités IT venant nous visiter n'ont accès qu'au premier degré de ces habilitations. C'est-à-dire qu'ils savent que les soucoupes volantes existent, qu'il y en a eu de récupérées, que les responsables essaient d'acquérir leur technologie. Mais il y a bien d'autres éléments qui ne sont connus que par une vingtaine de personnes. Nul ne doit pouvoir être en mesure de décider de leur sort, à leur place. L'intervention extraterrestre identifiée est un fait indéniable et l'ensemble de l'humanité terrestre doit le savoir. Les États-Unis, avec la mise au point d'un moteur à générateur magnéto-hydrodynamique pariétal, auraient plusieurs décennies d'avance sur l'ensemble de l'Europe et de nombreux autres pays. Toutefois, la Chine et la Russie pourraient avoir obtenu des avancées technologiques similaires. Un champ électromagnétique créé par un générateur magnéto-hydrodynamique en gamme micro-ondes permettrait les déplacements du vaisseau spatial sphérique par rotation inversée des éléments le composant. Le système gémellaire de transfert, permettant une navigation interstellaire, serait basé par l'amplification d'un champ électromagnétique, par une résonance magnétique de l'enveloppe gazeuse externe au vaisseau, aboutissant à une inversion de masse et de changement de repère tridimensionnel. Une cabine de pilotage, servant d'habitacle, permettrait le contrôle du système propulsif. Cette cabine serait protégée des courants alternatifs émetteurs et des champs magnétiques hyperfréquents en micro-ondes.
À l'évidence, un champ quelconque entoure les soucoupes volantes, ce qui assurerait leur propulsion, en produisant une gravité différentielle. La création d'un différentiel de champ temporel serait nécessaire à leur déplacement. Des combinaisons de champs seraient fréquentes. Il est alors plus facile de comprendre que des témoins aient pu être irradiés accidentellement lors de rencontres rapprochées avec des ovnis. De telles technologies pourraient aussi aboutir à expliquer comment les E.T. parviendraient à raccourcir le temps et l'espace. L'allusion à un plissement hyperspatial de l'univers physique pourrait en être l'explication, parmi d'autres. Le mystère de la masse manquante de l'univers serait tout simplement dû à la présence d'un univers jumeau. Par quels moyens ces visiteurs se prémuniraient-ils des rayonnements cosmiques? Grâce à l'énergie de l'antimatière appelée plus communément plasma, à la technologie des supraconducteurs très puissants ou un champ magnétique externe qui activé entourerait le vaisseau spatial. C'est cette magnétosphère artificielle qui pourrait aussi créer leur système de camouflage. Mais alors, si des extraterrestres nous rendent visite, s'ils nous observent, pourquoi n'interagiraient-ils pas sur notre humanité, dans son ensemble? Cela n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. De qui devrait-il s'occuper, en priorité? Notre humanité est particulièrement divisée, en pays et en zones économiques, avec des valeurs structurelles très diversifiées. Il apparaît au contraire évident de considérer que l'assimilation de schémas organisationnels sociaux correspondent à des stades précis de l'évolution cérébrale de chaque espèce. Il ne nous viendrait pas à l'idée de démontrer à des primates qu'il leur serait possible de se déplacer dans des véhicules automobiles. Les structures agressives et compulsives héritées des ancêtres seraient aussi une entrave vers une attitude rationnelle qui permettrait aux humains de pouvoir progresser vers d'autres modèles d'organisation de la société dans son ensemble. La crypto-science est un moyen de recherche scientifique, utilisé au détriment de la connaissance collective. Ainsi manipulée, elle ne permet pas aux autres espèces d'acquérir le savoir auquel elles ont droit. Les observateurs extérieurs, que sont les extraterrestres, considéreraient, d'après certaines affirmations concernant leur analyse, que la société humaine serait trop dirigée par des irresponsables. Les communautés religieuses appliquant des moralités exclusivement en correspondance avec leurs intérêts personnels représenteraient un lourd handicap. En ce qui concerne le système économique, il serait entre les mains de détenteurs de plein pouvoir dont la capacité de domination est maximale et essentielle. Il leur est, de ce simple fait, impossible de tenter d'interférer pour permettre à l'humanité de progresser vers une éthique moralisatrice. La domination sans restriction des groupes d'intérêt bloquerait tout espoir de modification dans l'organisation des humains. Pourtant, une simple restructuration des modèles éthiques actuels suffirait à élaborer une planification efficace pour le bien-être humain. Des techniques biogénétiques, à grande portée, pourraient réaliser les changements comportementaux indispensables. Interventionnisme. Des situations interventionnistes ne sauraient être applicables, en qualité de rigueur éthique fondamentale de la part des extraterrestres, tant que l'humanité, ni les autres espèces animales et végétales, ni la planète elle-même n'apparaîtraient menacées par des comportements par trop belliqueux ou inconscients. Une intervention, de quel ordre qu'elle puisse être, représenterait un inconvénient majeur à toute société extraterrestre, s'il n'y a pas une extrême urgence de survie. Pourtant, des réseaux de contacts pourraient avoir été réalisés à l'insu des instances dirigeantes, dans le cas d'une nécessité d'intervention d'urgence. Notre planète serait actuellement sous une haute surveillance. Cependant, un risque d'intervention, de leur part, n'apparaîtrait pas envisagé ni envisageable, bien que des infiltrations de certains extraterrestres puissent avoir été identifiées. Pour pouvoir concevoir la réalité des ovnis, objets volants non identifiés, et OANI, objets aquatiques non identifiés, il est indispensable de comprendre que la variété des observations est d'abord due à la variété de morphologie des visiteurs et de leurs engins spatiaux. De nombreuses civilisations du cosmos visiteraient notre planète, pour des raisons qui nous sont assez inconnues ou mal définies. Elles sembleraient, dans l'ensemble, respecter une déontologie de non-ingérence dans nos affaires. Pourtant, quelques-unes d'entre elles sembleraient agir différemment.
par des participations à de la rétro-ingénierie, par des abductions, par des réalisations de crop circles, par des diffusions d'informations particulières adressées à des personnalités désignées, il semblerait chercher à interférer. Une loi éthique universelle, établie à travers le cosmos, serait le respect des processus évolutifs des planètes visitées, sans interférence. Pourtant, l'intervention des petits gris sur les populations terrestres avec l'utilisation de cobayes humains semble avoir été repérée par les autres ethnies. Cette civilisation, très avancée, ne respecterait pas la loi universelle en induisant des structures pathologiques de différents degrés et de grande importance sur des échantillons de population sur tous les continents de notre planète. La NASA continue à nier toute implication dans des programmes de coopération avec des IT. Elle soutient que rien ne permet d'évaluer, au regard de ces études, des possibilités de vie ailleurs dans l'univers. Elle précise qu'aucun UFO étudié par l'Air Force n'a jamais représenté une menace pour la sécurité des États-Unis. Elle considère que rien ne permet de conclure que les UFO observés impliqueraient des développements technologiques qui ne soient au-delà de leurs connaissances scientifiques actuelles. En conclusion, rien ne leur permettrait de considérer que cela puisse être d'une origine extraterrestre. Cependant, plusieurs responsables scientifiques de renommée mondiale auraient précisé au cours de conférences que des personnalités de très haut niveau auraient été contactées par des entités extérieures. Le sujet aurait porté sur la prolifération des armes atomiques, dont le risque majeur pouvait déboucher vers un anéantissement global de toutes les formes de vie sur la planète Terre. La réaction des dignitaires militaires, au lieu de prendre acte de cet avertissement, chercherait à utiliser les technologies recueillies auprès de ces mêmes visiteurs, pour les contraindre à se retirer, au lieu de les considérer comme des partenaires. Les États-Unis tentent à tout prix d'enterrer le phénomène OVNI sous une chape de plomb. Cette loi de l'omerta et de la désinformation est appliquée par tous les gouvernements, relayée par les moyens nationaux d'information, doit être dénoncée, réprouvée et bannie avant qu'il ne soit trop tard. Les États-Unis sont coupables d'utiliser continuellement le prétexte de la recherche d'armes de destruction massive chez les autres, alors que le plus grand développement de ces armes est effectué chez eux. Il devient monstrueux que les USA continuent leurs guerres incessantes, mais pas seulement eux, sous tous les prétextes, soi-disant pour établir des démocraties, alors qu'ils n'organisent que des désolations après leur passage. L'Amérique serait-elle en train de construire ses propres réseaux de soucoupes volantes, qui seraient indiscernables parmi celles de nos visiteurs extraterrestres? De nombreux témoignages sembleraient abonder dans ce sens. Et alors, que prévoit-il d'en faire ? Dans le même temps, rien ne paraît vouloir être étudié de leur part, pour remplacer les énergies fossiles, actuellement utilisées et extrêmement polluantes, embarquant ainsi la vie sur Terre à un point critique de non-retour. Selon toute vraisemblance, les responsables politiques n'auraient aucun droit à contrôler quoi que ce soit, mais à celui d'exécuter. Ce ne sont pas eux qui décideraient, mais d'autres instances. Autrement dit, celui qui a le doigt sur la gâchette atomique n'a pas le droit de savoir ce que décident ses subordonnés, à sa place. Il incombe à chaque citoyen de cette planète d'organiser la guerre contre le mensonge et la duperie. La vérité sur la réalité extraterrestre pourrait être essentielle au devenir des humains. Des dessins, souvent en forme de cercle, dans des champs de céréales, se seraient réalisés, le plus souvent au cours d'une nuit. Il y en aurait de signalés partout sur la planète. Seraient-ils réalisés depuis des siècles? Des faits pouvant y être assimilés auraient été répertoriés dès le XVIe siècle. Plusieurs milliers d'exemplaires seraient comptabilisés à travers le monde. Chaque dessin est unique dans sa conception et dans ses dimensions. En peu de temps, plus de 5000 de ces cercles ont été répertoriés dans le sud de l'Angleterre. Dans la vaste propriété d'un ancien Premier ministre anglais, alors en exercice, dans une zone parfaitement sécurisée et surveillée en permanence, un dessin parfait serait apparu sur la pelouse de sa résidence. Des pilotes auraient vu la réalisation de tels dessins, du ciel, sans constater que quelqu'un soit sur place. Certains membres de la communauté scientifique sembleraient s'être intéressés, en toute discrétion, aux conséquences de ces dessins.
Au sein de ces cercles de dessin, les tiges des céréales ne sont ni pliées ni cassées. Chaque tige subit une altération et une angulation variable entre 20 degrés et 60 degrés, de tige en tige. Les zones de tige apparaîtraient torsadées, avec une impression en spirale. Des modifications chimiques auraient aussi été constatées au niveau des nœuds de pliure. Une dessiccation, estimée à 500 degrés, aurait été produite sur ces parties de tige, ainsi qu'une déshydratation. Sur les tiges de maïs, par exemple, ce phénomène se répéterait à plusieurs endroits d'une même tige. Des essais en laboratoire, dans des fours à micro-ondes, auraient permis d'obtenir des résultats équivalents. Des différences de résultats auraient été constatées selon l'importance énergétique des micro-ondes utilisées. Il semblerait donc assez vraisemblable que ces dessins dans les champs de céréales soient causés par des actions de micro-ondes, dont on ignore la provenance. Des petits animaux, retrouvés morts sur les lieux, auraient présenté des symptômes de brûlures identiques à celles qui leur auraient été causées par des fours à émission de micro-ondes. Des semences recueillies sur ces zones modifiées montreraient des altérations des plants. Le sol de ces zones présenterait aussi des altérations, comme s'il avait été chauffé à plusieurs centaines de degrés. Des traces de métaux fondus auraient été recueillies sur ces zones et non découvertes en dehors. Sur un champ replanté l'année suivante, le dessin réapparaîtrait à l'identique, bien qu'atténué. Les plants poussant sur ces secteurs présentent des caractéristiques inexplicables. Des échantillons d'argile recueillis sur ces zones et analysés montreraient des analogies avec des surpressions équivalentes à celles subies pendant des millions d'années. Ce qui surprend le plus les observateurs scientifiques, c'est que, mis à part des cas suspectés de tricherie, facilement décelables, il n'y aurait aucune trace de fabrication humaine possible. Les structures semblent s'apparenter à des formules mathématiques. Quelques-unes de ces figures géométriques sembleraient s'associer entre elles. La majorité de ces concepts nous resteraient encore inconnus ou, en tout cas, non divulgués. S'agirait-il de messages éducatifs ou de codes? Chercherait-il à nous transmettre des concepts de vie? Certains de ces dessins seraient réalisés entre quelques secondes ou quelques minutes, selon des témoignages. Bien évidemment, toutes sortes de constats, des plus simples aux plus farfelus, ont été évoqués, sans l'appui de validation scientifique. Les dessins ainsi réalisés, validés sans risque de supercherie, vont des plus simples aux plus sophistiqués. Leurs figures géométriques seraient extrêmement élaborées, si l'on en croit les photos aériennes réalisées sur place. Elles sont d'une très grande complexité, qui apparaîtraient s'accroître d'année en année et ressemblent souvent à des œuvres d'art. Les surfaces impactées seraient de plusieurs centaines de mètres carrés. Des anomalies magnétiques y auraient été repérées, lors de tests de mesures ciblées. Des analyses énergétiques effectuées feraient apparaître des différences allant de 2000 vibrations par seconde, mesurées en plein champ, à 36 000 vibrations par seconde en bordure de dessin, jusqu'à 750 trillions de vibrations par seconde au centre des structures. Pour rappel, les vibrations par seconde normales pour un corps humain est de 6500. La radioactivité à l'intérieur des dessins serait 350 fois supérieure à la normale. Les hypothèses, en l'absence d'explication rationnelle, vont des plus farfelues aux plus canulars et pour la plupart du temps, concernent à tenter, à tout prix, de noyer le poisson. À l'occasion de l'installation d'une nouvelle surface réfléchissante du radiotélescope de 300 mètres d'Arecibo à Porto Rico en 1974, un message à destination du cosmos aurait été envoyé. Ce message transportait des symboles composés de 1679 impulsions binaires, concernant des éléments de notre connaissance et de nos particularités d'être humain. Une réponse à ce message serait-elle apparue dans un champ près de Chibolton en Angleterre récemment? Des réponses sembleraient avoir été apportées à chaque élément du précédent message, avec en plus la référence à un autre, crop circle, tracé l'année précédente, en indiquant sa taille. Mis à part ce dessin de Chibolton, il est difficile de donner des significations précises aux autres dessins, malgré les interprétations plus ou moins fantaisistes attribuées à l'occasion.
Cependant, des interprétations d'éminents spécialistes sembleraient vouloir définir qu'elles correspondraient à des messages particuliers, riches en informations. Les crop circles apparaîtraient par tous les temps, souvent de nuit, mais aussi de jour et quelquefois en quelques secondes, selon certains témoignages. Leur taille varierait de 10 à 500 mètres. Les plans courbés des céréales examinés sur ces zones continueraient à croître. S'il s'agit de messages venus d'autres civilisations du cosmos, leur signification nous serait elle vraiment inconnue. Ces dessins, aussi appelés agroglyphes, présentent des particularités de mesure de conductivité des tiges des céréales. Cette mesure appelée résistivité serait apparue avec des différences entre les zones de dessins et leur extérieur. Par ailleurs, des études scientifiques menées en France concernant les micro-ondes utilisées seraient de type scalaire transversal. Cette technologie serait tout récemment développée dans des laboratoires. Notre univers aurait un âge attribué entre 12 et 15 milliards d'années. L'âge de notre système solaire serait de 5 milliards d'années. Une différence de 7 milliards d'années serait sans doute suffisante à expliquer des différences de civilisation dans le cosmos. Nos sociétés humaines, par rapport à celles des fourmis, présentent d'énormes différences, complètement incompréhensibles pour les fourmis. La géométrie de ces figures réalisées dans les champs de céréales serait-elle un langage courant dans l'univers? Ces pictogrammes pourraient-ils être des ensembles symboliques? S'agirait-il d'un ensemble de messages? Des entrelacs de nombres, à partir du nombre d'or et de la suite mathématique établie par Fibonacci au XIIe siècle, même si elle n'est ni arithmétique ni géométrique, permettrait-il de former ces ensembles symboliques? Un lien pourrait sembler devoir s'établir entre la crédulité ou l'incrédulité des habitants des pays concernés. Les créateurs de ces dessins seraient-ils conscients de l'impact qu'ils soient susceptibles ou non d'établir? Est-il possible de définir une cohérence entre les ovnis et les crop circles? À l'évidence, les dessins réalisés avec autant de raffinement pourraient avoir pour principe de nous contraindre à une prise de conscience progressive de la réalité d'une pluralité de civilisations technologiquement très avancées à travers notre galaxie et évidemment à travers tout l'univers. À l'évidence, les cercles dans les champs de céréales ont pour premier objectif de faire prendre conscience les humains de certaines réalités. L'extrême complexité des dessins devrait nous amener à des concepts technologiques de plus en plus élaborés. Certaines personnes aux compétences hasardeuses verraient dans ces agroglyphes des concepts graphiques de diverses valeurs allant de figures fractales à des représentations de schémas divers. Leur message pourrait aussi vouloir dire que notre niveau de mentalité leur apparaît évident. Que notre organisation sociale ne peut être produite que par une synthèse oligarchique avec laquelle ils ne pourraient prendre contact. Tous ces dessins dans les champs de céréales proviendraient-ils tout d'une même civilisation extérieure à notre planète, ou bien de plusieurs? En d'autres termes, l'ingérence directe d'une civilisation technologiquement, culturellement et économiquement supérieure ne peut permettre à une autre civilisation aux statuts inférieurs, de pouvoir évoluer favorablement. Une ingérence, au contraire de faire évoluer, tendrait à la détruire. Leur message serait alors de nous faire comprendre qu'ils existent et que nous pouvons les rejoindre si nous en avons la volonté, par la remise en question de nos valeurs globales. Les E.T. ne seraient pas belliqueux, même si le comportement de certains d'entre eux, qui s'adonneraient à des expérimentations à nos dépens et pouvant être condamnables de notre point de vue. Au contraire, ils pourraient nous avoir mis sous surveillance en cas de danger majeur à notre intégrité générale. Chercheraient-ils aussi à prévenir les populations humaines terrestres des dangers représentés par leurs propres décideurs? Les visiteurs du cosmos sembleraient chercher à prévenir les humains qu'ils sont entre les mains de dirigeants cupides et immoraux, dont le principal souci serait la maîtrise inconditionnelle du pouvoir absolu sur notre planète. Chercherait-il d'abord à faire comprendre à l'ensemble de l'humanité de la réalité des E.T., puis de tester les capacités intellectuelles humaines, par rapport aux leurs, et enfin, de faire comprendre leurs objectifs scientifiques et moraux et leurs intentions de non-ingérence. Pourtant, les cas recensés d'abduction, s'ils ne représentent pas une opération belliqueuse en soi, restent condamnables du point de vue de la déontologie humaine.
Existerait-il des ethnies extraterrestres chargées d'assurer un contrôle déontologique acceptable globalement, en fonction du niveau d'intelligence rencontré sur les planètes visitées et garantissant une libre évolution des espèces locales? Des moyens? Chaque entité extraterrestre semble utiliser un véhicule différent pour se déplacer dans l'univers. Il est possible de considérer que chaque véhicule est conçu en fonction des contraintes exigées par chaque utilisateur. Les spécificités technologiques élaborées pour ces véhicules sont la conséquence du niveau de connaissance et des impératifs de chacune de ces civilisations. Il y aurait des appareils en forme de double soucoupe inversée. D'autres auraient des aspects triangulaires et une troisième catégorie aurait une forme allongée cylindrique de cigare. Une autre catégorie apparaîtrait sous une forme sphérique. Certains objets volants seraient de forme beaucoup plus surprenante. Leurs masses et leurs volumes sont souvent très différents. Leurs formes peuvent aussi diverger selon l'angle d'observation et la situation angulaire des observations. La propulsion de ces appareils doit aussi diverger selon les engins utilisés. Utiliserait-il la magnéto-hydrodynamique et la magnéto-aérodynamique ou la gravitation ou encore l'antigravitation? Des champs électromagnétiques auraient été relevés sur des lieux d'atterrissage d'OVNI et pourraient laisser penser à l'utilisation d'une propulsion MHD ou MAD. Il pourrait toutefois ne s'agir que d'un moyen technique annexe de déplacement en milieu atmosphérique et liquide et aussi pour une protection anti-collision de l'engin dans un espace atmosphérique et aussi dans l'espace intersidéral. Il ne peut s'agir évidemment que d'hypothèses. L'utilisation de l'antimatière en tant que source d'énergie en serait une autre. Certains témoins qui auraient été enlevés disent avoir été aspirés par une sorte de halo bleuté. Quel phénomène physique serait-il ainsi utilisé par quelques UFO? La prise de conscience de la matérialité des ovnis est déjà une épreuve intellectuelle considérable pour la majorité des témoins. Devoir admettre l'existence de civilisations plus évoluées que nous, capables de se déplacer sur des distances apparemment extravagantes, à l'intérieur d'un cosmos qui le permettrait ainsi, est difficilement concevable. Et pourtant il serait là. Toutes les bases atomiques de tous les pays disposant de cet armement ou de centrales nucléaires auraient été survolées par des ovnis. Ces zones sensibles sont pourtant totalement interdites de survol à tout appareil aérien civil ou militaire. Est-ce que c'était là une façon de démontrer, aux instances responsables des programmes de prolifération des armements atomiques, que des entités extraterrestres étaient parfaitement informées de notre technologie, mais qu'aussi elles signifiaient leur supériorité technologique d'intervention possible? Tous les sites nucléaires civils et militaires de tous les pays ont été survolés par des appareils non originaires de la technologie terrestre. Telle était, en substance, la conclusion des experts chargés des enquêtes sur ces survols. C'était vraisemblablement un moyen de faire comprendre l'extrême danger représenté par le nucléaire pour l'environnement de la planète Terre et pour la vie en général sur cette planète. Notre planète, à l'évidence, est sous leur contrôle direct. Selon toute vraisemblance, ces messagers de l'espace redouteraient également des répercussions de nos agissements, au niveau du cosmos. Peut-être pas seulement pour les risques que nous ferions courir à la planète et à nous-mêmes, mais aussi et surtout pour le potentiel particulièrement diversifié des vies sur la Terre. Il est donc possible de nous demander si les visiteurs extraterrestres, qui à l'évidence surveillent nos agissements de très près, ne seraient pas amenés à sacrifier l'humanité ou, dans le meilleur des cas, à intervenir afin de limiter les dégradations que nous imposons à notre planète et que nous risquons d'imposer ailleurs. La pluralité des espèces, actuellement sur notre planète, représente des potentialités de développement qui pourraient faire l'objet de protections particulières. Il se pourrait que la Terre abrite la plus grande variété de vie au sein de notre galaxie et qu'elle soit sous la préservation des IT, à cause de cette simultanéité d'existence d'espèces vivantes pouvant représenter de formidables réservoirs d'études, à devoir préserver à tout prix. L'espèce humaine pourrait alors être perçue comme la pire espèce prédatrice sur Terre qu'il deviendrait indispensable de neutraliser. Cela expliquerait les incursions répétées et les possibles interventions en rétro-ingénierie de la part de nos invités. Mais existerait-il une confédération interstellaire? Dans notre galaxie,
Dans l'univers, dans un ensemble de multivers. Après la rentrée de la navette Atlantis STS-115, au cours d'une conférence de presse, les astronautes signalent avoir été confrontés pendant plusieurs jours à des ovnis qui circulaient autour de la navette et l'ayant empêché de rentrer le jour prévu, selon son programme. Malgré que les équipages aient reçu une importante préparation psychologique à ce sujet, un certain traumatisme ressort de leur récit. Le 19 septembre 2006, un objet présent depuis 24 heures auprès de la navette nous a contraints à retarder notre retour sur Terre. Il y a à l'évidence d'autres intelligences et formes de vie, là-haut. Ils sont tellement avancés qu'ils peuvent faire des voyages interstellaires. Le 23 juillet 2008 à la question posée à Edgar Mitchell astronaute, sur la possibilité de vie sur d'autres planètes, il répondait : oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l'univers. De source sûre, nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. En avril 2008, Paul Rélier, ancien ministre de la Défense du Canada déclarait, en substance, au National Press Club de Washington, au cours d'une conférence de presse. Il y a plusieurs décennies, des visiteurs venus d'autres planètes nous ont mis en garde sur la direction que nous avions prise et nous ont offert leur aide. Au lieu de comprendre leur intervention, de hauts responsables ont pris leur incursion pour une menace. Des pilotes d'intervention ont été victimes de leur témérité, malgré les manœuvres d'évitement des ovnis rencontrés. Après qu'un contact ait été établi avec eux, ils ont précisé que leurs appareils étaient entourés de champs, qui les propulsaient en produisant parfois de la gravité différentielle en raison de différentiels de champ temporel, nécessaires au déplacement. Des combinaisons de champs réduisent la résistance des matériaux jusqu'au point où ils ne sont plus assez résistants pour supporter les contraintes pour lesquelles ils ont été calculés. À cause de cela, nos avions, qui présentaient des zones de faible résistance, n'ont pas supporté les contraintes de mécanique induite et les avions se sont disloqués. Nonobstant ces explications, les responsables militaires américains n'ont pas accepté la suggestion des visiteurs, qui se proposaient de devenir des partenaires pour notre développement. Ils continuent à affirmer officiellement que les ovnis n'existent pas et pourtant il est évident qu'ils ont bénéficié de technologies avancées. Les armes de destruction globale en sont le résultat. Les États-Unis auraient-ils déjà construit des soucoupes volantes, comme affirmé par des sources sûres, et que comptent-ils en faire? L'espèce humaine terrienne a encore beaucoup de progrès moraux à devoir accomplir avant de prétendre pouvoir accéder à ce niveau de supériorité mentale envisagé. Les réalités de la matière sont différentes des réalités d'une conscience située en dehors de la matière. L'implication des systèmes quantiques initialement intriqués paraît pouvoir transmettre instantanément leurs informations, même lorsqu'ils se trouvent séparés dans l'espace et dans le temps. Cette considération pourrait remettre en question nos préjugés concernant notre environnement physique. L'univers quantique nous le laisserait apparaître. Y aurait-il un modèle quantique de la conscience? Y aurait-il une possibilité de modification de la matière par la conscience et inversement? La conception rationnelle de l'univers, établie par le statut officiel des scientifiques, serait-il complètement faussée par leur mécanisme fonctionnel? De nombreux éléments démontrent l'inaccessibilité provisoire de la science actuelle à démontrer le fonctionnement de l'univers. Tout réside dans la notion de croyance. Croire ou ne pas croire. Ne devons-nous pouvoir croire que ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher? Auquel cas, nous ne pourrions pas croire à grand-chose. Il apparaît particulièrement indispensable que la recherche scientifique puisse s'orienter dans tous les domaines, même les plus improbables, qui concernent notre perception de l'univers, sans risquer de n'en jamais connaître sa réalité. Les structures de la réalité semblent tout aussi imprévisibles pour l'espèce humaine terrestre qui les recherche, que pour toute autre espèce animale qui n'a pas à les rechercher. En ce qui concerne l'humain, la seule attitude admissible réside dans la recherche. Tant qu'il n'est pas démontrable qu'une théorie, un événement, un témoignage soit faux, tout demeure explicable. Cette évidence montre le non-privilège de l'espèce humaine à la découverte du vrai. Cela ne serait qu'une étape évolutive de cette espèce animale, très peu différente des autres espèces.
Il ne s'agit en fait que d'une faculté particulière à définir un champ de vision différent des autres espèces et mieux adapté à la découverte. Les scientifiques doivent être conscients qu'ils ont à leur disposition des outils de recherche et qu'ils doivent tous les exploiter, au fur et à mesure de leur découverte, sans aucun a priori sectaire. Les scientifiques doivent aussi prendre en considération que l'humain n'est pas obligatoirement le meilleur modèle biologique permettant la recherche de la vérité globale. Il leur faudra faire preuve d'un peu plus d'humilité envers des confrères porteurs de nouvelles théories, de les étudier avant de les rejeter, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux principes édictés par les oligarchies qui les emploient. La survie de l'espèce humaine passe par l'étude de toutes les théories, tant qu'il n'est pas démontré qu'elles constituaient une erreur. Il est indispensable de comprendre que peut-être, nulle part dans le cosmos, qui que ce soit ne s'inquiétera de la disparition de l'espèce humaine. La cupidité et l'égocentrisme scientifique risquent de faire passer l'humain à côté de son avenir. La conscience a-t-elle absolument besoin du support biologique pour son évolution ? À partir du constat que des objets volants apparaissent totalement échappés à tout contrôle, pose un problème de taille. Les autorités civiles et militaires démontrent tout simplement leur totale incapacité de pouvoir assurer la sécurité des peuples sur notre planète. Des coupures d'électricité gigantesques ont donné lieu à des explications très peu convaincantes. Des interférences électromagnétiques constatées n'ont pas reçu des réponses objectives. De nombreuses anomalies constatées ne correspondent pas à la connaissance que nous avons de notre environnement. Un observatoire solaire satellisé aurait enregistré qu'un vaisseau gigantesque se serait arrimé au Soleil et qu'un autre l'aurait carrément traversé. Ces événements, considérés comme anomalies, sont contraires à nos connaissances sur le fonctionnement de notre étoile, qui est censée dégager des températures énormes à sa surface. Il se pourrait que 4 millions d'Américains aient été enlevés contre leur gré, séquestrés et soumis à des analyses invasives dans des salles appropriées à l'intérieur d'objets volants, venus d'ailleurs. De nombreuses personnes auraient été abductées de cette façon. Cela consisterait à leur injecter un dispositif, détectable, à l'intérieur de leur organisme, dont les emplacements sont divers. Bien évidemment, toutes les autorités cachent ces informations et nient leur existence. L'omerta totale des autorités ayant compétence en la matière pourrait laisser penser à une mise sous contrôle des humains par des IT placés dans des bases secrètes disposées sur notre planète. Des agissements particuliers de ces objets volants incontrôlés et incontrôlables pourraient avoir pour mission de vouloir démontrer leur supériorité inconditionnelle à nos dirigeants. Un dossier, évaluation, laisserait apparaître que des civilisations externes, très évoluées se seraient impliquées dans les modèles organisationnels des sociétés humaines au cours des siècles passés. Il serait aussi un document élaborant les processus de défense de l'humanité face à une invasion systématique de notre planète. Robert Dean Orell, également connu sous le nom Bob Dean, est un ancien sergent-major de commandement dans l'armée américaine, qui est devenu célèbre dans le milieu de l'ufologie après qu'il ait prétendu avoir vu des documents, top secrets cosmiques, détaillant les activités extraterrestres sur Terre. Cette éventualité pourrait expliquer les coopérations avec quelques espèces IT venues de l'espace. Plusieurs sociétés extérieures étudieraient ainsi, en coopération, l'avenir de notre civilisation. Certains chercheurs, non conventionnels, sont souvent sanctionnés par leur hiérarchie, en raison de leurs orientations sur de la recherche en ufologie. Pourtant, des objets volants, non identifiés échappent au contrôle des autorités aériennes civiles ou militaires de tous les pays. Les technologies de ces appareils aériens dépassent celles de nos aéronefs. Ces objets volants ont des aptitudes complètement déroutantes pour les avions de chasse chargés de les intercepter. Les dispositifs de commande des armes utilisés par nos avions, contre ces ovnis, se seraient avérés totalement inopérants. Quels sont les résultats obtenus par ces chercheurs, non conventionnels, qui tenteraient de savoir quelles sont les technologies qu'utiliseraient ces objets volants venus d'ailleurs? Il en ressortirait que plusieurs moyens pourraient être mis en œuvre. En phase d'approche d'une planète, un dispositif de rotation de l'habitacle de l'appareil permettrait de créer une pesanteur artificielle.
À l'intérieur d'une atmosphère, comme celle de notre planète, des dispositifs de protection des occupants de ces aéronefs seraient prévus pour leur permettre de s'échapper à grande vélocité, avec des changements de direction défiant nos compétences. Pour leur déplacement à la surface d'une planète, ils utiliseraient, dans son environnement atmosphérique, un moteur à propulsion, magnéto-hydrodynamique. Ce type de moteur élabore des champs magnétiques alternatifs considérables, dont les traces peuvent être analysées sur les lieux d'atterrissage. La possibilité de sustentation de ces appareils pourrait aussi s'expliquer par ce type de moteur. Le principe de la MHD consiste à créer un vide d'air en avant, sur un des côtés ou au-dessus de l'appareil permettant de le propulser à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure, dans un silence total, dans un milieu atmosphérique dense, sans création de « bang » supersonique. Le propulseur MHD a pour effet d'ioniser l'air ambiant immédiatement à proximité. Son fonctionnement serait assorti d'un accélérateur pariétal, dont la fonction serait réversible. Ce mode de propulsion MHD ne peut fonctionner, a priori, que dans un milieu atmosphérique ou marin. Par ailleurs, il ne permet pas d'expliciter les virages à angle droit constatés dans les témoignages d'OVNI. La théorie gémellaire pourrait expliquer ces particularités liées au déplacement des OVNI. L'explication d'un univers gémellaire serait corroborée par la théorie du physicien nucléaire russe Andreï Sakharov. Les appareils des extraterrestres pourraient utiliser les facultés particulières de cet hypothétique univers gémellaire pour pouvoir transiter d'un espace à l'autre et franchir les distances qui nous apparaissent encore extravagantes. Les occupants seraient protégés des champs magnétiques de leurs appareils, à l'intérieur de leur habitacle. Il nous faut toutefois convenir que chaque expédition extraplanétaire peut être susceptible d'utiliser des aéronefs très divers, dans leur conception technologique. Les témoignages, dignes de foi, le démontreraient. Des vaisseaux mers pourraient être utilisés pour les déplacements interstellaires. Il nous faut aussi prendre en considération que nous raisonnons en notre qualité d'être humain. Tous les passagers des aéronefs allant visiter des systèmes planétaires n'auraient pas obligatoirement une construction physique humanoïde. Cependant, certains d'entre eux, parmi les observations irréfutables, auraient l'apparence humanoïde avec toutefois de grosses divergences biologiques constatées. Comment ces spationautes parviendraient-ils à résoudre l'énigme des distances phénoménales qui séparent les systèmes planétaires, habités d'entités plus développées technologiquement que nous? Flèche de temps. Il convient aussi de prendre en considération que cette hypothèse ne signifie pas une possibilité de remonter dans le temps, en raison de cette analogie des flèches du temps inversées. Des équations mathématiques montreraient la réalité de ces phénomènes particuliers, de ces flèches du temps inverse, dans notre univers. Il pourrait y avoir, dans ce modèle gémellaire de l'univers des possibilités d'échange de matérialisation. Ce qui serait visible dans un univers serait une image devenant invisible dans son concept gémellaire et inversement. Cette considération doit aussi prendre en compte une éventuelle contraction de l'espace, ce qui expliquerait la possibilité de voyages intergalactiques admissibles dans des temps beaucoup plus courts que ceux permis par la vitesse de la lumière. Il est important également de prendre en considération un phénomène appelé fluctuation de jauge, qui pourrait expliquer que des fenêtres d'accès seraient temporelles. Autrement dit, un voyageur de l'espace pourrait saisir une opportunité offerte, pour se diriger vers une autre partie de l'espace, pendant un certain laps de temps, à l'aller comme au retour. La fenêtre se refermerait ensuite pour offrir une autre possibilité dans une autre partie de l'espace. Cela sous-entendrait que la partie gémellaire de notre univers serait dans un autre modèle de rotation que le nôtre. Cette découverte pourrait, peut-être, expliquer les vagues d'observation des vaisseaux interstellaires pendant certaines périodes. Il a en effet été constaté des recrudescences d'OVNI par vagues au cours du dernier siècle et qui continueraient à se vérifier. Pour ce qui concerne l'étude hypothétique des OVNI, en considérant que leur masse soit soumise à la gravité naturelle de notre planète, masse volontairement transférée dans la partie gémellaire, pour disparaître instantanément à notre champ de vision, il y aurait là une hypothèse extravagante d'étude.
à leurs changements incompréhensibles de trajectoire ainsi qu'à leur disparition d'un point, avec réapparition à autre point opposé, pour n'évoquer que ces deux types de phénomènes observés. Est-ce que de telles éventuelles considérations seraient en discordance avec nos conceptions mathématiques de la relativité restreinte? Il serait envisageable qu'elles n'affectent pas nos niveaux de connaissances actuels concernant les théories évolutives permettant d'expliquer les fonctions de notre univers. Il convient aussi d'appréhender la situation à l'intérieur de ces objets volants en mode extraplanétaire. Les occupants auraient ainsi la possibilité de disparaître, mais avec le risque de perdre de vue leur planète d'approche. Cette conséquence pourrait peut-être expliquer certains des accidents qui auraient eu lieu. Par ailleurs, un effet antigravitationnel pourrait s'opérer, qui permettrait des déplacements dans l'univers, alors qu'ils nous paraissent complètement inconcevables. Évidemment, tout ne peut être expliqué aussi facilement, en ce qui concerne les technologies utilisées par ces éventuels extraterrestres. Il nous est facile d'envisager qu'ils puissent maîtriser la miniaturisation à la perfection. Le revêtement enveloppant leur vaisseau semblerait plus correspondre à une peau intelligente, si l'on prend en considération certains témoignages, plutôt qu'à une structure. Nos derniers avions, pourtant bourrés d'éléments permettant de modifier leur portabilité, par exemple, en raison des contraintes rencontrées et dont nous sommes si fiers, passeraient pour de vulgaires brouettes en comparaison avec des voitures de F1. Une alternance rapide de ces effets de masse pourrait être l'explication à leurs aspects de lévitation si souvent observés. Dès 1947, les hauts responsables militaires des USA auraient été confrontés à des épreuves concrètes, où l'origine des ovnis devenait sans équivoque. Aussi, les militaires américains auraient-ils approfondi des recherches en MHD, abandonnées par le secteur privé, privé de capitaux, et ceci en totale discrétion. Ils auraient, entre autres, réalisé le projet Aurora, ainsi que des torpilles utilisant le procédé MHD. À titre d'exemple, ce type de torpille se déplacerait à plusieurs milliers de km/h, sous l'eau, le mode de désinformation totale, sur tous les programmes de recherche, permettant de tout cacher, aura parfaitement fonctionné. Et en France, et bien en France, les militaires en seraient restés aux missiles nucléaires, inutilisables, du plateau d'Albion, finalement démantelés, et des sous-marins à propulsion nucléaire dont l'armement de défense embarqué serait moins rapide, dans leur déplacement, que les sous-marins de la marine russe, s'ils devaient, un jour, devenir des ennemis. Dans les faits, la France, mais aussi la communauté européenne a tout simplement une bonne trentaine d'années de retard sur les technologies actuellement utilisables par les États-Unis. La désinformation a été si importante et si conséquente, qu'il semble qu'aucune autorité d'aucun pays ne soit plus en mesure de pouvoir faire marche arrière, pour révéler la vérité. De nombreux films de science-fiction ont été réalisés avec le seul objectif de pouvoir discréditer toute tentative d'information objective. Le dossier Aurora démontre que cet appareil peut actuellement voler en limite de stratosphère à de très grandes vitesses avec un couplage de plasma situé sur les bords d'attaque, par une ionisation partielle de cet objet volant parfaitement identifié. Cela rend cet avion absolument furtif et donc indétectable par les radars. Les derniers nés des avions furtifs montreraient qu'ils sont munis d'un système électro-aérodynamique particulièrement sophistiqué. Certaines informations feraient état de matériaux utilisés par les IT dont les propriétés seraient de savoir se restructurer, de savoir aussi se modifier en fonction des exigences devant être affrontées. Des structures à tubulure vasculaire permettraient de réguler les propriétés élastiques de ces matériaux afin de corriger leur dégradation tout en jugulant les phénomènes de résonance ou les contraintes thermiques, pour ne citer que cela. Les parois de ces objets célestes auraient tellement de facultés particulières qu'elles se situeraient, tout simplement, en dehors de notre niveau normal de compréhension. Des capteurs divers, des jauges de contraintes, etc. en feraient un système indépendant. Ces capacités permettraient à ces aéronefs d'évoluer dans tous les milieux aqueux ou gazeux. Elles lui permettraient aussi des transferts hyperspatiaux, d'un côté à l'autre de notre univers gémellaire. Pouvons-nous comprendre, si nous admettons toutes ces éventuelles technologies, comment pourraient s'orienter ces appareils à travers les espaces gémellaires?
Si nous prenons l'exemple des avions de ligne, qui transportent des passagers d'un bout à l'autre de notre planète, en vol de nuit, quels sont alors ces moyens de repère, pour peu qu'ils volent constamment en zone de nuages ou au-dessus de ces zones nuageuses? Un dispositif de balisage des zones survolées ainsi que la connexion avec les diverses zones de radar qui suivent sa trajectoire, lui permettent d'établir sa position, entre son point de départ et celui d'arrivée envisagé. Il pourrait en être de même pour les ovnis se dirigeant à l'aveugle au sein des galaxies. Des balisages stellaires leur permettraient, sans doute, d'établir une trajectoire précise. Le problème suivant, qui concernerait ces voyageurs stellaires, serait l'appréhension d'abord de l'environnement de la planète découverte, de ses structures atmosphériques et de la surface de ses sols. Puis viendrait l'identification des végétaux trouvés et des occupants éventuels correspondant ou non à un niveau évolué des espèces. Un grand volume d'informations devrait d'abord être analysé, avant d'entreprendre un éventuel positionnement sur le sol avec toutes les précautions d'usage, qu'il leur conviendrait de respecter. Selon certaines sources, il apparaîtrait que certains des visiteurs ne pourraient atterrir, que lorsque leur physiologie le leur permettrait. Ils auraient d'abord pour souci de se cacher, avant de chercher éventuellement à prendre contact avec des personnes isolées de préférence, pouvant correspondre à une possible identification de contact. Des grottes artificielles auraient, peut-être, été ainsi créées à la surface de notre planète, par des entités extraterrestres, cherchant d'abord à observer les autochtones que nous sommes, puis le cas échéant, à les aborder. Il convient de prendre en considération que les structures mentales des E.T. dont certains pourraient avoir plusieurs siècles d'existence d'avance, qui seraient dotés de technologies très avant-gardistes, par rapport aux civilisations rencontrées, devraient trouver les moyens d'adaptation pour pouvoir comprendre ces civilisations rencontrées. Nos sociétés terrestres seraient considérées comme instables, en raison de leurs divergences structurelles et culturelles, entre chaque modèle social, mais aussi entre chaque personne. Pourtant les modèles économiques, sur notre planète, sont approximativement équivalents dans leur conception, d'un point à l'autre. Alors, qu'est-ce qui gêne nos visiteurs? Par contre, il nous faut aussi convenir qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de chercher à nous immiscer dans les processus évolutifs des autres espèces animales que nous côtoyons. Nous avons également compris qu'il ne nous fallait pas interagir avec certaines des populations autochtones beaucoup trop éloignées des sociétés occidentales. Toutefois, cela ne pourra pas se réaliser sans une prise de conscience et que nos rapports soient en synergie avec l'ensemble de l'univers. Un modèle d'évolution en synergie est souvent observé entre notre organisme et les virus qui l'habitent. Lorsque cette synergie n'existe pas, nous sommes confrontés à la situation de devoir combattre les intrus. Nous pouvons alors nous interroger sur le rôle que prévoit d'entreprendre les E.T. qui viennent à notre rencontre. Certaines de ces délégations d'E.T. auraient-elles pour première approche de sensibiliser l'espèce humaine à la réalité de l'existence de civilisations largement plus évoluées. Pour seconde approche de mesurer les niveaux évolutifs déficients. Enfin d'interagir dans des programmes communs pour une évolution pluriculturelle. Il nous faut toutefois convenir qu'une telle démarche n'est pas envisageable à grande échelle, pour l'humanité. Certes, des contacts pourraient sans doute avoir déjà été établis. Leurs raisons n'apparaissent pas clairement définies. Des risques d'effondrement des diverses cultures, qui a jusque-là participé à l'évolution humaine est trop évidente, pour que de tels risques soient pris. Certes, nos technologies évoluent d'une façon exponentielle depuis quelques décennies. Il n'en reste pas moins vrai que les mentalités humaines, dans leur globalité, n'ont pas évolué depuis le Moyen Âge, même parmi les systèmes culturels paraissant les plus avancés de nos sociétés. Des inversions du champ magnétique terrestre auraient eu lieu à plusieurs reprises au cours des temps passés au niveau de notre Terre. Le champ magnétique protège notre planète des émissions de vent solaire, grâce à son noyau ferreux. La planète fonctionne comme une dynamo. Une inversion des pôles aurait pour conséquence de ne plus protéger la planète des effets néfastes des vents solaires pendant une période suffisamment importante pour supprimer toute forme de vie sur la Terre. Il serait supposé que ces inversions magnétiques pourraient avoir été provoquées par des objets à grande masse ferreuse passant à proximité de notre planète.
Une prochaine inversion des pôles aurait été envisagée, dans un avenir très proche, par certains chercheurs. La recherche de solutions telles que les bombes à plasma, etc. aurait-elle pour vocation de protéger l'humanité contre des percussions d'objets volumineux, des inversions du champ magnétique. L'humain, à la surface de la planète, n'est qu'un modèle de virus sur une croûte terrestre dont l'épaisseur ne dépasse pas celui de la peau d'une pomme. Le moindre incident de surface aurait des répercussions irréversibles. Les IT qui semblent pouvoir détenir des moyens de coercition incommensurables chercheraient-ils à nous prémunir de telles éventualités, si elles s'avéraient si prochaines? Si, effectivement, des entités extraterrestres œuvrent en cachette, dans quel but le feraient-ils? Y aurait-il la nécessité de réorienter l'éducation humaine à partir des technologies? Ou, au contraire, d'orienter l'humanité vers une technologie lui permettant d'accéder à une nouvelle organisation philosophique de l'humain? La transmission des cultures serait-elle un handicap? Les idéologies économiques, politiques, religieuses, devront-elles être revues et corrigées pour permettre à l'humanité d'accéder à d'autres modèles du savoir cosmique? Est-ce qu'il y aurait la nécessité impérative de programmer notre planète vers un modèle au service de l'humain? Dérive. Dans le cas d'une dérive incontrôlée des agissements humains, toujours plus impactants sur la santé de notre planète, se dessinerait-il une prise en main par des sociétés extérieures plus évoluées? Une délégation d'extraterrestres pourrait rapidement comprendre le niveau évolutif des humains et leur dangerosité constatable à partir de leur propre environnement. Il est concevable que des entités comprennent immédiatement où se situe notre niveau intellectuel sur une échelle évolutive, par laquelle eux-mêmes seraient déjà passés. Ne serait-il pas plus simple d'informer les populations? Elles seraient sans doute en mesure de comprendre que des changements d'orientation dans la vie humaine s'avéreraient indispensables. Par contre, si les responsables s'aperçoivent qu'à court terme ou déjà actuellement ils ne sont plus les maîtres de la situation, alors il devient compréhensible que leur silence soit indispensable. Peut-être ce silence leur est-il tout simplement imposé, par des entités collaboratives qui auraient déjà pris le pouvoir. Les avancées technologiques extravagantes et exponentielles auxquelles nous assistons en seraient peut-être les prémices. Des schémas sembleraient avoir été envisagés dans le cas d'une invasion massive. L'humanité devrait-elle s'y préparer? Y aurait-il une invasion concertée parmi les ethnies déjà en place ou proviendrait-elle d'une autre puissance extraterrestre chargée d'établir un ordre à partir de directives cosmiques? L'ordre mondial qui semblerait vouloir s'établir, ou peut-être est-il déjà réalisé, en serait-il la conséquence irréversible? Un réseau de contactés, des personnes abductées, en serait-il la mise en préparation? Des groupes sembleraient d'ores et déjà avoir été formés dans différents pays. Des réseaux sociaux seraient peut-être déjà prêts à intervenir pour la mise en place de mécanismes d'intellectualisation à grande échelle. Des modèles opératoires d'intervention seraient, semble-t-il, déjà élaborés. Les schémas interventionnistes pourraient être assez drastiques en cas de résistance de nos responsables, par une prise de pouvoir progressive, mais inéluctable. À la connaissance de ces éventuelles interventions, il est plus aisé de comprendre la réticence de nos gouvernants à nous informer de l'existence des extraterrestres qui viendraient nous visiter jusqu'à nier l'existence même des ovnis. Il est en effet plus facile de désinformer les populations sur cette réalité. Il est alors plus facile de comprendre les programmes mis en place pour déstabiliser les témoins et les contraindre à ne pas parler et à convaincre les organismes d'information de se taire ou de désinformer sur ce sujet. Il convient de prendre en considération qu'une psychose collective a été organisée afin que la crédibilité sur les ovnis soit définitivement désavouée. Le même schéma organisationnel a également été structuré de manière à totalement décrédibiliser les crop circles, les dessins réalisés dans les champs de céréales. Le fonctionnement de la désinformation a été parfait et total. Trop de preuves sur la réalité des visiteurs issus d'autres contrées galactiques mettraient en péril nos différents modèles d'organisation de la société humaine. Il apparaîtrait même que des civilisations intergalactiques respecteraient des lois morales de non-ingérence,
permettant de conserver le processus évolutif des planètes, sauf cas exceptionnels de sauvetage. Toutefois, il semblerait évident que certaines entités IT soient déjà en place dans des programmes d'expérimentation neuropsychologique. Des structures pathologiques auraient été mises en évidence dans plusieurs pays. Il est particulièrement surprenant qu'un pays comme les États-Unis ne s'engage pas, officiellement, dans des programmes de recherche. Il serait apparemment judicieux de pouvoir déterminer des plans de survol des engins à partir des témoignages. De chercher à définir des zones de recherche à partir des phénomènes aériens suspects. Chaque pays se contente, officiellement, de déclarer qu'aucun des objets volants n'ayant pu être identifié, bien que ne pouvant être expliqué par de quelconques autres phénomènes, n'ayant jamais représenté aucune menace pour la sécurité nationale, ne doit pas faire l'objet de mesures d'études particulières. Par cette seule considération, toutes les recherches pouvant être entreprises par ailleurs ne seront jamais prises en considération, sur le plan officiel. Toute démarche d'étude sert à stimuler le mental d'une personne. Les langages servent d'abord à ça, puis à transmettre un modèle d'information. Le langage mathématique qui utilise des idéogrammes et quelques caractères particuliers est destiné à être lu, à partir de formules, d'expressions et de propositions. La musique, qui est le seul langage international, est une succession de signes et de valeurs convenues. Ce sont des concepts. Les dessins réalisés dans les champs de céréales seraient également d'autres concepts. Les hiéroglyphes et les écrits cunéiformes sont autant de concepts différents. Chacun de ces concepts est destiné à favoriser un développement particulier du mental humain. Ils sont des transmissions de transformation des modèles destinés à informer. Un autre concept concernant l'organisation actuelle de nos sociétés s'appelle la désinformation. Tous les moyens mis en œuvre sont bons pour pouvoir manipuler les opinions. Des voies de recherche sont interdites. Des niveaux de dissimulation sont organisés. Tous ces concepts ne vont pas dans le sens d'une entente entre les peuples ni vers une conscience collective pour l'humanité. La connaissance ne doit pas être un domaine réservé à une élite, fût-elle scientifique. S'agirait-il d'une caste au service d'une autre caste gouvernante ? Un dossier public, numéro 6751 du FBI, stipule. Certains ovnis seraient guidés par des équipages et d'autres seraient téléguidés. 2. Le comportement de leurs occupants paraît être pacifique. 3. Certains d'entre eux ressemblent aux humains. 4. Leurs origines sont diverses. 5. Leur planète serait interconnectée avec la nôtre. 6. Le corps des visiteurs et la matérialité de leur vaisseau se réaliseraient automatiquement dès leur entrée dans le niveau vibratoire de notre matière dense. 7. Les ovnis possèdent un type d'énergie radiante susceptible de désintégrer un appareil qui leur serait hostile. Ils peuvent apparaître et disparaître à volonté de notre champ de vision. 8. Leur zone est circonscrite par une origine métaphysique. 9. Il convient de traiter ces visiteurs du mieux possible. Les autorités informées et conscientes de cette situation en portent la responsabilité. L'étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le développement de la vie dans l'univers est aussi infini, dès l'instant où les conditions de son développement sont requises. L'univers pourrait être considéré comme constamment variable localement, tout en restant invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge tendant à la dispersion s'oppose à leur force gravitationnelle cohésive. La matière manquante constatée serait située dans sa partie gémellaire. Les déplacements effectués par des entités extraterrestres s'expliqueraient aussi par l'utilisation de la gémellité de l'univers. Le contexte présupposé d'un univers fait de matière et de son jumeau fait d'antimatière supprimerait les valeurs précédemment attribuées à l'espace-temps. Aucun centre de recherche ne semble vouloir orienter ses chercheurs vers ce modèle cosmologique. Le domaine scientifique préfère conserver ses dogmes et ses rituels, tels des doctrines fondamentalistes. Pourtant, les conséquences en seraient une reconsidération profonde des théories sur la relativité. La mécanique quantique a pertinemment démontré la situation illusoire de notre conception de l'univers.
Une conception gémellaire de l'univers irait vers de nouvelles considérations de recherche sur son fonctionnement global. Des ondulations dans l'espace et le temps pourraient expliquer des phases de raccourcissement propices à des voyages interstellaires. Certaines théories de la relativité et de la mécanique quantique pourraient suggérer que les masses seraient répertoriées à partir des longueurs. La théorie gémellaire de l'univers permettrait d'envisager une possibilité des voyages cosmiques par une inversion des masses des objets volants et de leurs passagers, dans des durées tout à fait compatibles pour les humains. Cette théorie pourrait parfaitement expliciter les déplacements d'entités voyageant dans l'espace cosmique. Il y aurait donc un univers de masse positive, le nôtre, et son jumeau, en tout point complémentaire, de masse négative. Elle permettrait aussi de comprendre l'expansion en constante accélération, constatée, de notre univers. Toutefois, il ne s'agit pas d'un univers parallèle qui serait identique au nôtre. Il est complémentaire, mais il est dépourvu d'organisation de galaxies, ou d'étoiles, ou de planètes, comme dans notre univers, considéré de masse positive. Les entités cosmiques navigueraient ainsi de l'univers positif à l'univers négatif en utilisant des paliers d'immersion successifs, à des fins de repérage et par des inversions successives de leur masse. Des simulations par ordinateur auraient permis la compréhension de cette théorie avec un implacable réalisme. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection